On estime que 60 à 70 000 de ces jeunes enfants juifs furent soustraits sous fausse identité dans des familles et foyers d'accueil au plan nazi de déportation et d'extermination mis en œuvre entre 1941 et 1945. Comme Claude Lévy, elle s'appelle Annie, Claudine, Henriette, Régine. Elles ont été des enfants juifs cachés en différentes régions de France et elles sont aujourd'hui parmi nous, soit ici, soit par visioconférence avec Jérusalem cet après-midi. Elles sont parmi nous à l'occasion de ce colloque. Pour les générations futures de Simone Weil, 2 ans avant la parution de son livre « Événement, une vie », il y a tout juste 20 ans, Simone Weil rédige un texte destiné à la jeunesse de France et dans lequel elle dit « On a beaucoup parlé des déportés, mais on ne s'est pas rendu compte de la douleur des enfants cachés. » À vous, Josiane, secrétaire perpétuelle de la Fondation Claude Lévy, pour quelques extraits de cette adresse aux générations futures. Une publication posthume parue fin 2024 chez Albin Michel. Bonjour. Donc, je suis la secrétaire perpétuelle de la Fondation. Perpétuelle, c'est parce que je m'arrêterai quand je mourrai. Comme ça, on verra. Donc, alors, 1,5 million d'enfants disparus, 11 400 en France. Simone Weil, numéro 78 651 sur le bras gauche. Quelle vie qui débuta dans la douleur extrême et se poursuivit grâce à son opiniâtreté, sa force de caractère et son idéal, sa foi en l'humain, sa puissance de réflexion, jusqu'à nous rester comme un modèle. Je ne vous parlerai pas ici de la ministre de la Santé en 1974, qui parvint contre vents et marées à faire adopter la loi dépénalisant le recours à l'interruption de grossesse. Je ne vous parlerai pas de la première présidente du Parlement européen en 1979, qui promut la réconciliation franco-allemande et œuvra pour la construction européenne, ni de son entrée au Panthéon en 2018. Je vous parlerai de celle qui fut déportée à Auschwitz à l'âge de 16 ans. Sa mère Yvonne, son père André et son frère Jean et l'une de ses sœurs, Milou, furent également déportés. Sa mère mourut du typhus à Bergen-Belsen. Le sort de son père et de son frère, déportés en Lituanie, ne fut jamais parfaitement élucidé. Et je vous parlerai aussi de celle qui voulut témoigner, mais aussi rendre justice à ceux qui avaient, j'ouvre les guillemets, qui avaient tenu à prouver que les Juifs demeuraient à leurs yeux des hommes. Et celle qui, en 2005, comme l'a dit Daniel, prononça une conférence devant des étudiants, dont je tire ici quelques extraits, et comme il l'a dit, le texte s'appelle « Pour des générations futures ». C'est un très beau texte chez Albin Michel en 2024. Et vous, qui êtes les générations futures, pour la plupart dans cette assemblée, puis d'autres qui ne l'êtes plus, vous pourrez accueillir ces mots, vous pourrez transmettre ces mots. Il y a la mémoire et il y a l'histoire. Je vais donc lire rapidement quelques passages. La Shoah, si elle vous obsède, nécessairement elle m'obsède encore davantage. On pourrait croire que le temps passant, nous y pensons moins, que parce que nous avons trouvé des intérêts dans nos vies, vu naître nos enfants, nos petits-enfants, voire nos arrière-petits-enfants, le passé est définitivement du passé. En réalité, nous prenons conscience que d'une façon générale, les choses deviennent de plus en plus difficiles. Ce n'est pas seulement le cas pour nous, anciens déportés, qu'on qualifie parfois de derniers survivants, mais pour tous ceux qui ont perdu des membres de leur famille, comme ces enfants cachés. Je tourne les pages parce que, évidemment, ce n'est pas tout au même endroit. Donc, la situation des enfants cachés fut tout autre que celle des déportés, et quelle que soit l'origine et les conditions dans lesquelles ils avaient été cachés. Paradoxalement, leur situation affective était presque plus difficile, surtout à partir de la libération en 1944,
quand ils avaient été cachés par des membres de leur famille plutôt que dans des institutions. On découvre combien la vie a été difficile pour eux. La vie a été difficile parce qu'ils sont restés dans l'imaginaire, c'est-à-dire dans l'espoir. Ils ont été cachés dans des familles très diverses, qui souvent les ont accueillis simplement pour ouvrir leurs portes à des enfants qui étaient poursuivis, trouvant tout à fait injuste le sort qui leur était réservé. Quelquefois, ces familles ne connaissaient pas du tout la leur. Cela s'est fait un peu au hasard, au gré des recherches menées par des mouvements comme les éclaireurs israélites ou l'OSE, c'est-à-dire l'œuvre de secours aux enfants. Lorsque ces enfants étaient cachés, allant si possible à l'école, quelquefois à l'église, ils ne connaissaient personne. C'était un milieu dans lequel ils n'avaient pas vécu. Ils ignoraient où étaient leurs parents, savaient qu'ils ne pouvaient avoir de relation avec eux, qu'ils étaient loin, mais ils espéraient les retrouver. Ils devaient taire leur nom, et s'ils connaissaient mal le français, ils devaient s'interdire de parler. Lorsque la France a été libérée, du moins une grande partie de son territoire, ils ont connu une première déception en apprenant que leurs parents avaient été déportés. Mais ils ont continué de nourrir beaucoup d'espoir. Pendant très longtemps, en effet, entre la libération et la fin de la guerre, on a continué de croire que les déportés allaient revenir. On parlait très peu d'Auschwitz et sa libération. On ne comprenait pas que la plupart des déportés y avaient été envoyés et qu'on pouvait déjà anticiper ce qu'avait été leur sort. Un peu plus loin, on a parlé des déportés, de ce que nous avons vécu, mais on ne s'est pas rendu compte de la douleur des enfants cachés, que cette douleur était en fait beaucoup plus forte que nous le pensions. On avait tendance à présenter leur situation comme acceptable, même comme relativement confortable. Mais il arrivait qu'elle soit extrêmement pénible. Les couvents ou les familles qui les accueillaient pouvaient les forcer à travailler. Les relations avec les autres enfants de la famille étaient parfois difficiles. On peut trouver 1000 raisons pour lesquelles les choses n'étaient pas faciles. Mais depuis, ils sont restés, je dirais, presque dans cette attente. Alors, pourquoi le travail de mémoire, comme on dit maintenant ? Simone Veil n'aimait pas beaucoup d'ailleurs cette expression. Certains trouvent qu'on en parle trop. Ils affirment en avoir assez. À la Shoah, mais au fond on parle que de ça. Maintenant que 80 ans se sont écoulés, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a d'autres victimes, il n'y a pas que les Juifs, il n'y en a toujours que pour eux. Toujours ce refus de voir peut-être d'autres homicides, d'autres génocides, et ils n'en font rien pour les empêcher. Ils auraient dû être là pour s'opposer à tel ou tel génocide. Et pour finir, je vous lirai juste une très courte, quelques phrases d'un philosophe actuel français, Raphaël Enthoven, qui parle justement de l'espoir et de la confiance. La confiance est le contraire de l'espoir. L'espoir est un esclavage qui suspend l'engagement à la réussite et soumet l'espérant au bonheur ou au malheur qui ne dépendent pas de lui. La confiance est une énergie qui ne subordonne pas l'action au résultat de l'action. L'homme d'espoir dit « J'agis parce que j'espère que les choses changeront grâce à moi ». L'homme de confiance dit « J'agis parce que j'existe, j'agis parce que c'est la seule façon et unique façon de vivre, et que si je n'agissais pas, je mourrais de mon vivant ». L'espoir rêve d'un monde meilleur et culmine dans la déploration. La confiance contemple les horreurs de ce monde tout en refusant de baisser les bras. Donc, Raphaël Enthoven. Merci. Merci beaucoup, Carole, et merci beaucoup, Josiane, pour ces 2 moments de lecture. Et j'en profite pour saluer les générations futures ici présentes, à savoir les 75 collégiens de 3e qui constituent la moitié de cette assemblée.